Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24, l'heure de votre journal de l'Afrique. À la une, ce double attentat signé Boko Haram. Après le Nigeria, il y a 2 jours, le groupe terroriste a cette fois ciblé le nord du Cameroun. 2 hommes ont activé leur ceinture explosive dans un lieu très fréquenté de Ouaza. Au moins 15 civils ont été tués. L'émoi et la colère à Zemio en République centrafricaine. Il y a 2 jours, un commando armé faisait irruption dans l'hôpital de la ville. Il tuait un nourrisson d'une balle dans la tête. Des équipes de Médecins sans frontières étaient sur place. Et puis nous vous proposons également le témoignage poignant d'une jeune Éthiopienne employée comme domestique au Liban. Jeannette, c'est son nom, dit avoir vécu un calvaire. Comme elle, ce sont près de 400 000 Éthiopiens qui sont chaque année exploités au Moyen-Orient. Le Cameroun, ciblé par Boko Haram, le groupe terroriste a frappé la région de Ouaza, c'est dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Nigeria. Hier, il est un peu plus de 22 heures locale lorsque 2 hommes ont activé leur ceinture explosive. Ils avaient choisi un lieu très fréquenté de la ville. Au moins 15 personnes ont été tuées, une quarantaine d'autres blessées. Les précisions de Marcel Amoko. Un bilan qui en fait l'attentat le plus meurtrier sur le sol camerounais ces 12 derniers mois. Selon des témoignages recueillis sur place, 2 kamikazes se sont introduits dans un endroit très fréquenté, notamment par la jeunesse, avant de déclencher leur charge explosive, avec pour objectif de tuer le maximum de personnes. La ville de Ouaza, réputée pour son parc national, avait pourtant été épargnée par les attentats de la secte Boko Haram ces dernières années. Le dernier ayant eu lieu dans cette localité remonte en effet au mois de décembre 2015, une attaque qui à l'époque avait fait 6 morts. La secte djihadiste Boko Haram, qui avait pourtant donné des signes d'essoufflement ces derniers mois, semble avoir repris du poil de la bête depuis plusieurs semaines avec des attentats quasi quotidiens dans cette région du bassin du lac Tchad. Cette attaque intervient 48 heures après le double attentat de Maiduguri au Nigeria, intervenu mardi soir, attentat qui avait fait 19 morts. Focus sur la situation dans le sud-est de la République centrafricaine. La région est depuis 2 semaines le théâtre de violents combats entre groupes armés non identifiés. Un commando faisait irruption dans un hôpital à Zemio en début de semaine. 7000 personnes s'étaient réfugiées dans l'établissement. Un jeune nourrisson a été pris pour cible. La fillette a reçu une balle en pleine tête. Mia Heidenberger est chef de mission pour MSF à Bangui. Le personnel de l'ONG présent à Zemio a dû être évacué. Cet incident qui est arrivé le mardi après-midi, c'était un incident choquant, pas seulement pour nous, Médecins sans frontières, mais je pense pour toute la communauté humanitaire dans le pays de Centrafrique. Et vous avez donc pris la décision, MSF a pris la décision d'évacuer ces équipes de cette zone-là ? Ouais, comme vous pouvez comprendre, une décision de faire retirer toute une équipe d'une zone où il y a des grands besoins, c'est pas une décision facile à prendre. C'était des discussions qui ont eu lieu entre nous ici au niveau de Bangui, avec l'équipe sur le terrain à Zemio et aussi avec le siège. Beaucoup de discussions, mais finalement, on a trouvé qu'avec la situation maintenant à Zemio, il n'y a pas assez d'espace humanitaire, il n'y a pas un moyen de sécuriser notre équipe pour pouvoir continuer à travailler et assister la population. Alors, Mia Heidenberger, vos équipes sur place ont-elles pu identifier les assaillants? Est-ce qu'elles ont pu vous donner des précisions sur l'identité de ces hommes? Pour nous, en tant que acteur humanitaire, médical sur place, c'est pas pour moi de dire qui a fait ce type d'atrocité. Ce qu'on connaît, qu'il y a des hommes qui sont entrés armés dans l'hôpital. Il a chassé une famille qui a pris refuge au niveau de l'hôpital depuis le début de la crise, il y a 2 semaines. On sait qu'ils ont été chassés et malgré cet espace dans un hôpital où normalement une famille doit se sentir à l'aise, ils ont été ciblés et malheureusement il y a eu un incident où un bébé a été tué. Alors, on comprend le principe de précaution appliqué par MSF et le choix d'évacuer le personnel médical sur place, mais dans quel état, quelle sera la situation des civils restés pris au piège? Qui va les prendre en charge maintenant?
Bon, pour l'instant, ce qu'on a fait depuis hier après-midi, on a fait retirer notre équipe de personnel international et aussi de staff délocalisé de la capitale de Bangui. On a toujours une petite équipe qui essaye de travailler là-bas, mais c'est sans doute une situation très, très précaire. Il y a les 7000 déplacés au niveau de l'hôpital, mais il y a encore 15 000 personnes déplacées dans la ville de Zemio qui vivent dans des situations très très dures, sans abri, sans la nourriture et maintenant avec un accès très 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 limité aux soins de santé. Alors, pour nous, c'était, comme j'avais dit, c'est une décision qui a été très très difficilement prise. Et nous espérons que la situation va s'améliorer et qu'on pourrait retourner le plus tôt que possible. La confusion toujours quant à la tenue d'élections présidentielles en République démocratique du Congo. Conformément à l'accord conclu en décembre dernier entre l'opposition, le pouvoir et la conférence des évêques, le scrutin devait se tenir au plus tard le 31 décembre prochain. Une date butoir impossible à respecter selon Corneille Nangaa. Il est le président de la Commission nationale électorale. Il invoquait des raisons sécuritaires. Ce jeudi, c'est au tour de Lambert Mende de s'expliquer. Selon lui, c'est la non-constitution du CENSA qui pose problème. Le CENSA, c'est le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. On écoute le porte-parole du gouvernement congolais. Le CNSA étant en cours de formation, le gouvernement et la CENI ne peuvent qu'attendre la constitution du dit CNSA pour procéder à l'évaluation du temps nécessaire pour la tenue du scrutin. Mesdames, Messieurs de la presse, cela n'empêche pas la CENI, qui dispose du monopole constitutionnel de l'organisation du processus électoral en RDC, de faire état des difficultés et contraintes. Doris Letard est en tournée en Afrique. La présidente de la Confédération suisse a été reçue ce jeudi par Patrice Talon. Depuis son élection en mars 2016, c'est la première fois que le président béninois s'entretient avec un homologue étranger. Les deux dirigeants ont signé plusieurs accords de coopération à hauteur de 80 millions de dollars américains. Emmanuel Sodji revient sur cette coopération peu commune. La coopération suisse est peu commune car le plus important pour ce pays, c'est le partenariat de proximité. Alors on est plutôt loin de ce qui se pratique habituellement. La plupart des bailleurs de fonds font par exemple de l'appui budgétaire ou encore ils financent des réformes de gouvernance. La Suisse, elle privilégie le terrain. Elle accompagne le renforcement des acteurs, tous ceux qui peuvent contribuer à réduire la pauvreté. Par exemple, elle va appuyer les collectivités locales, les organisations paysannes ou encore les organisations professionnels. Mais surtout, c'est la méthode qui fait que la Suisse est un partenaire très apprécié. Elle accompagne toujours un partenaire en lui demandant ce qu'il veut faire sans imposer un programme clé en main. Nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains. Pour eux, une servante est juste une servante. Ces mots, ce sont ceux de Jeannette, engagée comme domestique au Liban. Cette jeune Éthiopienne a échappé à l'enfer de l'esclavage. Comme elle, ce sont près de 400 000 Éthiopiens, en majorité des femmes, qui sont chaque année exploités au Moyen-Orient par des employeurs sans scrupules. Laurent Berstecher. Lorsqu'on lui a proposé un poste de domestique dans une famille libanaise, Jeannette Ndigassou a immédiatement saisi sa chance. Mais cette jeune Éthiopienne n'aura tenu que 6 mois avant de rentrer au pays. Là-bas, les Arabes méprisent beaucoup les Éthiopiens. Ils nous regardent de haut. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. Pour eux, un domestique n'est qu'un domestique. Ils nous privent de nos droits. Passeport confisqué, interdiction de sortie, journée de travail interminable, salaire non versé, des conditions proches de l'esclavage auxquelles s'ajoutent parfois des violences physiques ou sexuelles. Et le cas de Jeannette est loin d'être isolé. En 2012, une domestique éthiopienne s'était suicidée après la diffusion d'une vidéo la montrant se faire violemment traîner dans une voiture par son employeur, en plein cœur de Beyrouth. Elles sont pourtant des milliers, éthiopiennes, somaliennes et malgaches, à partir chaque année vers le Moyen-Orient, à la recherche de travail. Il y a beaucoup de pression qui pousse à partir. Nous avons une culture de la migration très enracinée. Certaines communautés encouragent même les membres de leur famille à migrer. C'est une décision collective, ce n'est pas une décision individuelle. Un esclavage moderne, souvent encouragé par un système de parrainage des visas, appelé kafala,
qui oblige les travailleurs migrants à remettre leur passeport à leurs employeurs. Ces derniers, ayant déboursé plusieurs milliers d'euros, considèrent souvent ces jeunes femmes comme leur propriété privée. Ils les possèdent, leur temps et le reste. Au bout d'un moment, lorsque les migrants comprennent que ce n'est pas la vie à laquelle ils aspiraient et qu'ils ne peuvent pas résister aux abus, ils prennent des mesures allant du suicide à l'agression de leurs employeurs. Les organisations humanitaires estiment qu'environ 400 000 Éthiopiens à travers le monde restent pris au piège de l'esclavage. Mais malgré les risques et les séquelles, Jeannette se dit prête à tenter de nouveau sa chance et à repartir au Liban. Et voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci de votre attention. Vous restez sur France 24, l'information continue. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois le cinéaste Alexandre Arcadi qui publie son autobiographie « 7 rue du Lézard ». Nous en parlerons bien sûr dans l'émission, mais avant un saut au musée d'Orsay pour contempler quelques trésors. Et puis à la fin de ce Paris des Arts, comme toujours, une rencontre avec un designer de lunettes qui habille le regard des acteurs au cinéma. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.